Séismes, cyclones, inondations, avalanches, catastrophes humanitaires, chaque année des dizaines de fléaux s'abattent sur la planète, avec pour conséquence des milliers de victimes innocentes. Mais à l'heure où tout semble perdu, où la voix d'un peuple déchiré et impuissant se lève pour crier sa douleur, les hommes et les femmes des unités de la sécurité civile, véritables soldats de l'espoir, n'hésitent pas à plonger au cœur de l'enfer, au secours d'un dernier souffle de vie, d'un cœur qui bat sous les décombres. La sécurité civile, ce sont 1500 hommes et femmes répartis en 3 unités, Nogent-le-Rotrou, Corté et Brignoles, prêts à intervenir en France ou à décoller pour n'importe quelle destination dans le monde en moins de 2 heures. Outre les risques naturels, ils sont aussi aptes à intervenir lors de catastrophes d'origine nucléaire, radiologique, chimico-biologique. Retournez-vous vers votre enfant, pour ceux qui ont des enfants, vers votre sœur, votre frère, vers votre mère. Et est-ce que cette vie-là, elle a un prix, elle n'a pas? Et donc, c'est quelque chose que l'on redécouvre soi-même. Lorsqu'il y a une vie qui est sauvée, lorsqu'on voit ce que ça provoque comme réaction pour les proches qui sont autour, on comprend ce que veut dire qu'une vie n'a pas de prix. On ne pense pas à laisser notre vie au profit d'une autre, mais on va tout tenter, tout, pour sauver effectivement une vie, parce que c'est le propre de notre métier. C'est ce qui fait le trait d'union de tous les métiers, de tous les sauveteurs, des sapeurs-pompiers, avec les formations militaires de la sécurité civile, tous ceux qui mettent leur vie au profit du sauvetage d'une autre. C'est le cas de tout le monde, c'est le trait d'union qui nous unit. On a cette foi qui est chevillée au corps, cette foi de vouloir sauver, de vouloir tout tenter à notre niveau pour faire que les gens se sentent mieux et pour faire que la catastrophe dure le moins longtemps possible. Lorsque je pense, toujours dans ces missions catastrophes naturelles, lorsque je m'interroge et que je réfléchis un petit peu à ce qui est tremblement de terre, le tremblement de terre, c'est d'abord un environnement, infrastructure, je dirais, soit détruit, mais dans tous les cas fragilisé, en équilibre instable. Et donc là, il faut réussir à apprécier finalement dans quelle mesure on peut engager les gens. Le séisme d'Algérie du mois de mai, c'est 158 personnes au total engagées. Moi-même, j'avais été désigné donc, par le directeur de la Défense et de la Sécurité civile comme le patron du détachement français. Lorsque on reçoit ordre de partir, d'abord c'est dans des délais très courts. Nous avons en permanence des gens qui sont d'alerte à 1 heure ou 3 heures. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'alerte est déclenchée, le temps qui nous est donné pour intervenir est excessivement court, donc nous sommes entièrement concentrés à la préparation de la mission de façon pour intervenir le plus tôt possible. On est préparé à l'idée de partir, on est volontaire pour partir, donc il n'y avait pas d'angoisse sur le moment, plutôt des interrogations. Donc c'était plutôt savoir ce qui nous attendait, comment ça allait se passer. Je rappelle que l'Algérie, c'est 19h45, heure Alger, le tremblement de terre. Dans la nuit, prise en compte de la situation et du caractère particulièrement important, grave, par le gouvernement algérien, demande d'assistance au gouvernement français, 7h du matin, mise en alerte des équipes, 10h, top départ, 11h, départ des premiers avions, 15h, arrivée des premiers avions à Alger. Nous étions attendus sur l'aéroport, des camions étaient à notre disposition. Nous avons été immédiatement projetés sur le site Boumerdès et immédiatement, le responsable des opérations de secours sur le site, donc algérien, de la protection civile algérienne, a pu nous diriger immédiatement sur un secteur. Et c'est pour cela que nous avons pu, moins de 3 heures après avoir été posés sur le sol algérien, déjà travailler sur des victimes vivantes. Se retrouver en Algérie, donc se retrouver en mission,
comme ça, en partant très vite, c'est vrai qu'on a très peur. On a vraiment très peur parce qu'on ne sait déjà pas à quoi on va s'attendre en arrivant, l'accueil qu'on va avoir. Et puis moi, je sais que personnellement, je sortais de mes classes, donc ce que j'ai appris, il a fallu que je le mette tout de suite en manœuvre. Et c'est vrai que ça a été dur. Bon, après, j'ai des collègues, ils ne m'ont pas laissé non plus tomber. Parce qu'on est tous là, on est une équipe. Hein. Le tremblement de terre, on a vraiment l'impression d'arriver petite fourmi sur une catastrophe énorme. Quand on voit des bâtiments qui font 7 ou 8 étages, qui sont balayés comme un vétuste ballot de paille, ou des habitations, des quartiers entiers de villes qui sont complètement par terre. Là, on a l'impression vraiment de lutter contre quelque chose de grandiose. C'est tellement grand que c'est tellement impressionnant que vraiment on a l'impression d'arriver avec des moyens dérisoires. Donc la première étape, ça a été de participer aux opérations de sauvetage des blêments, donc des victimes coincées sous les décombres. Et ensuite, nous avons rejoint l'Escrime, qui est un hôpital de campagne qui avait été installé sur le stade de Boumerdès. Nous avons accueilli des sinistrés et on a eu un rôle de dispensaire. On a fait des opérations, puisqu'il y avait un bloc opératoire. Un détachement composé de sapeurs-pompiers, des médecins également du bataillon marin-pompier de Marseille, des infirmiers de l'école du personnel paramédical des armées, des militaires des unités des formations militaires de la sécurité civile, et puis un petit pool commandement avec une cellule communication qui venait de la direction de la défense et de la sécurité civile. Pour moi, en tant que médecin militaire, c'est le pire ennemi. Oui, c'est la mort. Donc mon but, c'est de sauver. Bon, j'aime pas trop l'expression parce que c'est très. Je la trouve vraiment trop grandiloquente. Mais c'est bon, sauver des vies, oui. Enfin, essayer de maintenir en vie, je dirais, le maximum de personnes et dans les meilleures conditions de survie. Elle était sous les pierres, hein, ta soeur. Toi aussi? Ah non. Toi, elle était avec ta maman? Ma maman et mon frère. Regarde si tu veux. Combien de jours sur les pierres elle était? 7 heures. 8 heures. Elle a mangé depuis? Elle a bu? Non, elle a bu du jus. Elle a bu? Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Donc son frère jumeau, elle a perdu son frère jumeau. Bon. Ton père aussi. Il était avec moi. C'est bon, elle arrive. Elle arrive. L'efficacité de ces équipes réside sans doute dans leur organisation, la complémentarité entre les différents savoir-faire, sauveteurs, médecins, équipes cynophiles. Si le bilan de 4000 victimes est terrible en 5 jours d'intervention en Algérie, les unités de sécurité civile ont effectué près de 900 consultations médicales, pratiqué une trentaine d'opérations, un accouchement et sauvé 8 vies. Écartez-vous! Chaque pelletée, c'est de l'or. C'est de l'or parce qu'en face, c'est une personne âgée, c'est une dame, c'est une fille qui ressemble à la tante, à la mère, à la grand-mère, qui a tout perdu et qui trouve, elle, par contre, une force au fond d'elle-même pour finalement... elle trouve cette force, ce courage pour continuer, redresser la tête et finalement accepter que la vie continue. Et ça, c'est une force qui vient décupler la force de nos hommes. Le dégagement des victimes est un travail titanesque où l'on perce, on découpe, on consolide, ce qui prend parfois jusqu'à 6 heures et nécessite un matériel parfaitement adapté. Outre les chiens qui détectent les odeurs humaines, les équipes disposent de systèmes vidéo et acoustiques permettant de détecter le frottement d'un doigt sur du béton. Ou encore de coussins gonflables pouvant lever des charges atteignant 67 tonnes. Au total, les sauveteurs avaient emporté avec eux 17 tonnes de matériel. Attrapez-la, faites-la glisser. Faites-la glisser là. Faites-la glisser. Voilà, c'est bon. Allez, on avance. Là, j'y prends, parce que là...
Et au fur et à mesure que la mission se déroule, il y a ce contact qui s'établit avec finalement la population, avec les gens, et relations qui vont croissantes. La population très marquée au départ, après dans une seconde phase appréciant finalement le renfort et l'aide de nos hommes, et puis vraiment après quelque chose où les équipes après et la population se mêlent et travaillent presque de concert ensemble et finissent presque par vivre un moment côte à côte et vivre presque ensemble. Petit chapeau. Et là, merci beaucoup. Vous êtes très très fort. Merci. Vous êtes très très fort. À vous tous. Vous nous avez donné beaucoup de courage. Toi, apparemment, là, vous avez secouru ma sœur, qui est plus aînée que moi, sa fille et sa petite fille. Et là, je crois que c'est un miracle. Je ne sais pas. S'il y a des mots plus... Et je crois que c'est dû à votre professionnalisme et qu'on envie et qu'on souhaite que vous nous transmettez. L'intervention pour nous, c'est d'abord et avant tout quand même une expertise technique, une vraie compétence qui est reconnue d'ailleurs à l'étranger. Mais c'est aussi ce qui fait tout un peu le cœur de notre métier, cette assistance finalement à personne en danger, personne sinistrée. Et c'est ce qui, à mon avis, attire le plus naturellement ces jeunes hommes et femmes qui finalement rejoignent nos rangs. C'est cette mission un petit peu de porter assistance à toute personne et avec quelque chose de très fort qui est un retour direct pendant l'intervention même, également après, à l'issue de l'intervention, mais un retour direct que chaque acteur de l'unité finalement peut ressentir au contact des populations. L'Algérie, qui est un moment dramatique, est très fort pour l'unité. On a pu voir à quel point la population était proche de nous, nous soutenait et était tenue en haleine pendant toute l'intervention et suivait pas à pas nos hommes. Et donc il y a une certaine communion qui se crée entre les hommes et la population. Et ce sont des moments qui appartiennent aux sauveteurs. Là c'est plus un moment qui appartient au chef, c'est vraiment un moment particulier, je dirais presque privé, intime, et d'ailleurs pour lesquels je trouve que les hommes et femmes de notre unité affichent certaines pudeurs. Ils en parlent assez peu. C'est quelque chose qui se vit intérieurement de façon très forte et dont ils ne font pas état après. Ils en parlent avec beaucoup de pudeur et beaucoup de discrétion. Quand vous vous retrouvez devant un pâté de maison entier qui est écroulé avec des gens qui creusent dans un tas de ruines, c'est un côté dérisoire, quoi. Et il nous arrivait sur un chantier de discuter avec un monsieur dont la femme était blessée, les deux enfants étaient restés sous l'immeuble à côté de celui dans lequel on creusait, qui avait quand même tout perdu dans cette affaire-là, quoi. Donc c'est des moments très, très forts à vivre. Allez, coupe-le, coupe-le. Attention. Voilà madame, c'est bon. On la pose, on l'assemble. Vous l'assemblez pendant qu'on la prépare. Minuit 45, dernière victime vivante identifiée. 19h45, minuit 45 le lendemain, 28 heures après, pour ce qui est détachement français, dernière victime vivante trouvée. Après, par contre, il y a le temps pour accéder à la victime, où il faut donc réussir à percer la victime, et surtout quelque chose de très fort et qui est un point fort dans notre méthodologie de travail des Français, des sauveteurs français. Nous avons des médecins intégrés aux équipes et qui vont, en tant que de besoin, jusqu'à la victime. Puisque la difficulté dans le tremblement de terre, c'est si la personne est coincée, une partie du corps est coincée, il va falloir à ce moment bien voir quelles mesures prendre pour éviter qu'au moment où on va la libérer de ce qui la bloque, que ça ne provoque pas la mort. Un jeune médecin, je lui dirais qu'un médecin militaire, ce n'est pas uniquement faire de la médecine du travail au profit des militaires, ça peut être aussi ce genre de mission. Et c'est surtout, je pense, la raison de notre engagement, quoi.
Nous avons sauvé en Algérie 8 vies, 3 fillettes, 4 femmes, un jeune homme. Ça peut paraître peu. L'histoire des opérations de secours sur des séismes permet de dire que c'est un chiffre qui est considéré comme un chiffre important. 8 vies, c'est presque froid, c'est presque un bilan, comme on dirait. Voilà. Ça ne reflète pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est 8 fois quelque chose qui n'a pas de prix. Une vie suffit au bonheur des sauveteurs. Et justement, on parlait aussi de cette difficulté qu'on pouvait rencontrer sur le plan psychologique pour le sauveteur lorsqu'il était confronté à des images très fortes. Je crois que le sauveteur, ce qui est le plus difficile des fois à gérer, hormis ces images, c'est finalement parfois, comme ça peut arriver, les circonstances étant ce qu'elles sont, c'est qu'on ne parvient pas à sauver une seule vie. Donc là, ce n'est pas l'échec, mais c'est plus le sentiment d'un travail inachevé. Sur un chantier où on a travaillé au fond, sans grand espoir de trouver des victimes, et finalement, alors au moment où on allait abandonner ce chantier-là, on a entendu quelqu'un qui parlait, donc quelqu'un qui était vivant sous des décombres, un endroit où, au fond de nous, on pensait qu'il n'y aurait personne. Et malgré tous nos efforts, on n'a jamais trouvé cette victime-là. On a dû quitter ce chantier-là en sachant qu'il y avait eu quelqu'un de vivant dessous et que cette personne-là, finalement, on ne l'a jamais trouvée, donc elle est morte malgré notre action, elle est morte sous ses ruines. Et c'est quand je vous disais tout à l'heure qu'on est au moment où on cherche à dégager une victime, on est à fond dedans et c'est l'unique chose à laquelle vous pensez. Inversement, au moment où finalement vous renoncez, c'est un moment très difficile. On n'intègre pas les formations militaires de la sécurité civile et surtout on n'est pas engagé sur une opération réelle sans un préalable indispensable qui est la formation. Alors, la formation est double. En tant qu'unité militaire détachée au ministère de l'Intérieur, nous avons quand même des formations qui sont propres aux militaires. C'est un premier volet. Et bien sûr un second volet qui est le volet essentiel pour pouvoir intervenir, qui est le volet qui permet d'acquérir les qualifications sécurité civile. Des sites choisis pour l'exercice, au maquillage hyper réaliste des victimes, l'entraînement est considéré comme une action de sauvetage réelle, où l'on n'a pas le droit à l'erreur. Ici, les hommes de la sécurité civile simulent l'explosion d'une usine. Vous rappelez ce qui s'est passé ? En progression cynophile. Il n'y avait plus personne. Enfin, suite aux cynos, les cynos arrivent, c'est là, c'est juste là. Ah ouais, d'accord, il est planté. La victime est là. Découverte de la victime numéro 4 par l'équipe cynophile reçue. Alors, il y a une phase d'instruction, il y a une phase de formation qui va regrouper davantage la partie entraînement. Ceci nous donne, je dirais, même si avec l'entraînement sur des sites les plus proches de la réalité soit-il, nous donne donc une bonne maîtrise savoir-faire, mais ça ne remplace jamais l'engagement opérationnel réel. Je crois que le meilleur exemple, le plus parlant, c'est le feu de forêt. Chaque année, les incendies dévastent les forêts du sud de la France et de la Corse. De juin à septembre, les unités sont déployées de Perpignan à Ajaccio, prêtes à intervenir à tout moment. C'est un ennemi qui est difficilement maîtrisable et difficilement prévisible également. Le feu, c'est véritablement l'ennemi qui surprend en permanence. Ça se fait pas comme ça dans la minute qui vient, on n'éteint pas un feu comme on veut non plus. C'est impressionnant, c'est grand, c'est vivant, c'est vivant. L'ennemi, la menace, comment la définir? Bien, quand on parle de catastrophe naturelle, on pense à inondation, on pense l'eau. L'eau, c'est une force décuplée, c'est quelque chose qui arrive très rapidement,
donc qui surprend. Avec une telle force, on est presque dans l'impuissance de lutter. Vaison-la-Romaine, Turquie, Arménie, Bhopal, Mexique, Rwanda. En 35 années d'existence, les unités de sécurité civile ont réalisé près de 80 missions majeures, sauvé des centaines d'hommes et de femmes et d'enfants, affrontant toutes les menaces, bravant la force des éléments. 12 des leurs y ont laissé leur vie. Le premier réflexe, c'est tout de suite préserver au mieux les vies et également les équipes de secours lorsque cette première phase très violente et très brutale finalement est passée. Alors donc quand on prend l'eau, la difficulté, la menace majeure, ça va être le courant, les risques, tous les corps qui vont être charriés dans ces flots. Lorsqu'on se tourne maintenant vers les menaces nouvelles, on pense bien sûr au 11 septembre, on pense à la menace terroriste, et là on rentre dans un spectre de menaces très large, très difficile. Nous sommes, nous, essentiellement axés contre le chimique et le radiologique. Et là ce sont des situations très difficiles à gérer. AZF, c'est d'abord l'explosion, où là on arrive après, mais même en arrivant après, sachant que là, nous sommes arrivés vraiment en renfort, c'est-à-dire que les premières équipes sur place avaient déjà fait un travail remarquable, mais avec des risques toujours importants, des risques d'explosion. Et donc là, on touche peut-être encore de façon encore plus forte le risque maximal. AZF, la catastrophe qui a choqué la France. En septembre 2001, l'usine pétrochimique toulousaine explose, tuant 19 personnes et en blessant 658 autres. L'onde de choc a provoqué un séisme de 3,8 sur l'échelle de Richter et creusé un cratère de 50 mètres de diamètre et profond de 5 mètres. Le risque évident que ces équipes de secours prennent, ce sont des risques qui consistent à intervenir sur un site où on n'a pas encore précisément évalué le danger. Et sur AZF, nous sommes intervenus en renfort national auprès des sapeurs-pompiers territoriaux pour les aider à remettre dans des normes, je dirais, de sécurité acceptables le site. Notre action au niveau de la sécurité civile s'est limitée à la partie technologique, c'est-à-dire faire de l'analyse et ensuite de participer au dépotage des cuves de toxiques et d'assurer la sécurité de l'évacuation de ces toxiques. J'étais partie déjà avec l'USC 7, enfin la sécurité civile, sur une opération, c'était à Vimy, lorsqu'il fallait changer de place les obus de la dernière guerre qui risquaient d'exploser parce que c'était le site où ils étaient stockés s'était détérioré. On a monté un hôpital de campagne un peu moins complet qu'en Algérie. Le risque, c'était l'explosion d'un obus chimique avec de l'hypérite ou du phosgène et donc une intoxication chimique des personnes sur place et avec le vent des personnes habitant à proximité du site. La gestion d'une catastrophe, quelle qu'elle soit, elle est forcément difficile à gérer. Donc pas plus celle-ci qu'une autre. La difficulté, en fait, réside un peu plus dans la formation des gens, puisqu'effectivement, pour se mouvoir dans un lieu où le danger ne se voit pas, puisque c'est notre problème, il faut des appareils qui, techniquement, vous indiquent de façon sûre où se situe le danger. Nous sommes préparés, nous nous formons, nous nous instruisons pour être prêts à faire face à ce genre de problème. Avons trouvé la troisième victime. Il s'agit d'un homme d'environ 25 ans, inconscient.
Nous faisons retour sur place afin de l'évacuer. Au niveau des chantiers, vous avez donc des équipes qui se partagent le chantier avec des points de regroupement de victimes dans une zone où n'ont accès que les sauveteurs. Et ensuite, il y a en profondeur des degrés de progression avec une zone contrôlée, par exemple dans le risque chimique où on peut décontaminer les gens, et ensuite une noria qui achemine les gens vers l'arrière et vers les hôpitaux d'infrastructure. La vie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la base de tout. La vie se vaut d'être vécue à n'importe quel âge et il faut tout tenter pour essayer de la sauver et de maintenir la victime en vie pour tout ce bonheur autour. C'est par leur humilité, leur simplicité, finalement, quelqu'un d'anonyme et qui au quotidien s'applique à faire bien ce pourquoi il est prévu. Et qui le fait bien, et qui le fait avec beaucoup de générosité. Et c'est, je pense, la meilleure récompense pour un chef. C'est de voir des hommes qui font leur métier de façon la plus naturelle, le plus simplement, mais avec la plus grande générosité. Dévouement, abnégation, courage sont les seules valeurs de ces hommes et femmes qui, chaque jour, vont au bout d'eux-mêmes et pour qui le renoncement est une défaite, l'engagement, une raison de vivre.